débat, 18h, 19h, sur Africa numéro 1. Après le désengagement militaire français en Afrique francophone amorcé par Lionel Jospin au milieu des années 90, suivi de la révision des accords de défense sous la présidence de Nicolas Sarkozy, l'État français semble désormais revenir aux anciennes traditions. Une nouvelle politique semble se mettre en place avec le déploiement d'un dispositif militaire français au Niger ou encore l'accord de défense en cours de finalisation entre la France et le Mali. À noter aussi l'arrêt du processus de démantèlement des bases militaires françaises en Afrique francophone. Alors en ce jour du 14 juillet, où l'armée française est célébrée en France, notamment sur les Champs-Élysées, le grand débat pose la question: que fait donc l'armée française en Afrique? Débatteur polémiste invité, Quentin Michaud, bonsoir. Bonsoir Francis. Quentin Michaud, journaliste au magazine Opérationnel, le site web opérationnel avec S, opérationnel.com. Vous êtes spécialiste, mon cher Quentin Michaud, des questions de défense et de sécurité. Et l'émission est réalisée par Jérémy Kipis-Boucher. Le grand débat sur Africa numéro 1. Le grand débat. Donc le grand débat sur facebook.com/le grand débat. Vous avez certainement un coup de cœur ou un coup de gueule à nous livrer, mon cher Quentin Michaud. On vous écoute tout de suite. Africa numéro 1, le coup de cœur ou le coup de gueule des débatteurs. C'est à vous. Alors pour l'occasion, moi c'est plutôt un coup de cœur qui est en lien évidemment avec l'actualité au Brésil. C'est ce gardien allemand qui nous a littéralement étonné pendant ce dernier match qui a eu en demi-finale contre le Brésil. Moi j'ai été épaté et j'attends avec impatience la finale dimanche soir parce que le gardien allemand, ça a été le mur allemand. Oui. Et il a été mais incroyable, rien ne passait et il était furieux quand son équipe menait 7-0 de prendre un but. Donc ça j'ai adoré. Je pense que pour la finale, ça nous réserve de belles surprises. Alors le plus drôle, je vais vous dire, mon cher Quentin Michaud, c'est que cette émission exceptionnellement est enregistrée, puisque l'émission passe le 14 juillet, et qu'en principe, on se dit, tiens, savent déjà le résultat de la finale, mais on va garder ça, on ne va rien couper. Je pense que c'est une forme d'honnêteté vis-à-vis de nos auditeurs. Merci en tout cas de nous avoir fait part de votre coup de cœur. Évidemment, on retiendra ça dans les annales du grand débat. Africa numéro 1, le grand débat. État de la coopération militaire entre la France et l'Afrique, la guerre au Mali a, semble-t-il, entraîné un abandon des options prises par la France ces dernières années. Désormais, plutôt qu'un retrait, qu'un démantèlement plutôt des bases militaires, l'on pourrait assister à la mise en place de nouveaux accords de défense assortis d'un redéploiement militaire français dans les pays d'Afrique francophone. Assiste-t-on donc à une réaffirmation de l'influence militaire française en Afrique? Et quels sont les objectifs visés par le redéploiement sécuritaire annoncé, notamment dans la région du Sahel, par Jean-Yves Le Drian, le ministre français de la Défense? Réponse avec nos invités, avec nous ici en studio, Doumbia Major, bonsoir. Bonsoir. Doumbia Major, président du Congrès panafricain pour le renouveau. Vous êtes l'auteur de Le Manifeste pour l'Afrique, paru aux éditions L'Harmattan. Et avec nous au téléphone, Raphaël Grandvaux. Bonsoir Raphaël Grandvaux. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de la 23e édition des dossiers noirs de l'association Survie, un dossier intitulé « Que fait l'armée française en Afrique ?» paru aux éditions Agone. Alors justement, Raphaël Grandvaux, vous êtes donc l'auteur de cette 23e édition, le dossier noir de l'association Survie. Quelle est succinctement la réponse à la question que pose justement votre ouvrage « Que fait l'armée française en Afrique ?» Avez-vous trouvé la réponse forcément? Alors, ça va être difficile de résumer en 10 secondes le contenu de l'ouvrage qui fait quand même plusieurs centaines de pages. Mais si on doit vraiment le dire de manière très rapide et presque caricaturale, elle défend ses intérêts au prix de collusion avec les régimes les moins défendables, Oui. parfois au prix d'agissements criminels et au prix d'une ingérence à laquelle il serait urgent maintenant de mettre un terme. Alors, après, Grandvaux, l'appel à l'aide du Mali en janvier 2013, puis celui de la Centrafrique un peu plus tard, est-ce que ces appels à l'aide militaire française ont-ils remis au goût du jour les accords de défense qu'on croyait appartenir au passé? Alors, c'est difficile d'en juger sur le fond parce que le contenu de ces accords de défense, pour l'instant, reste secret. Comme vous l'avez dit en introduction, sous Nicolas Sarkozy, les accords de défense qui étaient vraiment l'incarnation du pacte néocolonial parce qu'ils contenaient des clauses secrètes en matière de maintien de l'ordre en échange de l'approvisionnement préférentiel pour la France, ces accords de défense-là ont été renégociés, mais on ne sait toujours pas quel est le contenu exact des nouveaux accords qui ont été mis à la place. Ils avaient été promis dans la transparence, on s'en souvient, sous Nicolas Sarkozy. Ils ont été
présentés à l'occasion des débats, autrement que de manière orale, et ils devaient être publiés au journal officiel, et 2 ans après, on ne sait toujours pas le contenu, ces accords n'ont toujours pas été publiés. Et le secret est encore plus total concernant les derniers accords que vous avez mentionné, en particulier celui qui est en discussion à l'heure actuelle avec le Mali. Vous parliez sur Nicolas Sarkozy des accords dits nouvelle génération, c'est ça, hein? De partenariat dans le domaine de la défense, par opposition aux anciens accords de défense. Mais il faut quand même rappeler que ces accords de défense ne sont qu'une petite partie de tous les accords militaires que la France entretient, en particulier avec des pays africains. Donc ça n'est qu'une partie du dispositif militaire de la France en Afrique. Alors, on sait que récemment, le 4 juillet dernier, le Parlement ivoirien justement a ratifié ce nouveau partenariat de défense avec la France, ces accords de la nouvelle génération. Alors c'est un peu curieux parce que il semble que ces accords de nouvelle génération soient obsolètes. En même temps, on voit des parlements africains qui les ratifient. Alors obsolète, encore une fois, c'est difficile de le dire. Enfin, obsolète historiquement très certainement. Oui. Obsolète par rapport aux nouvelles priorités françaises, peut-être, et peut-être pas, on ne sait pas, étant donné que le contenu n'est pas vraiment connu. Cela dit, de manière générale, la philosophie de tels accords, c'est toujours d'accorder une liberté totale de circulation et d'utilisation des infrastructures par l'armée française, et en cela, ça leur permet quand même de s'adapter à toutes les priorités, aux toutes les situations qu'ils jugent conformes à leurs intérêts. Donc, obsolète, pas forcément. D'accord, obsolète, pas forcément, justement, c'est là la contradiction, parce qu'on a un peu du mal, évidemment, à comprendre un peu, je dirais, la nouvelle politique de défense actuelle, par rapport, évidemment, à ce qui avait été engagé sous Nicolas Sarkozy, ou encore un peu plus loin, sous Lionel Jospin, mais ça nous fait remonter aux années 90. Doumbia, Major, alors revenons un instant sur les accords qui avaient été signés au lendemain des indépendances. Les pays devenus indépendants allaient confier à ce moment-là, en quelque sorte, la sous-traitance de leur sécurité à la France. C'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui, quand même, quand on voit les situations au Mali, par exemple, ou en Centrafrique. Il faut dire que en ce temps, en 61, quand les accords ont été signés, c'était un peu ça. C'était un peu ça, et nous sommes levés contre ces accords que nous avons traités d'injures à l'intelligence même des Africains, d'injures à leur souveraineté, et nous, en ce temps, nous avions dit que c'était inacceptable et que ces accords devaient être dénoncés et que les Africains ne devaient pas s'y reconnaître. D'autant que ces accords ont été signés, enfin, le contenu n'a jamais été réellement présenté au public, quoi. Ces contenus sont restés secrets. Ces accords, nous avions quand même des bribes. Je l'ai dans mon livre que j'ai même mis en annexe, l'accord de défense. Donc ces accords prévoyaient la libre circulation, comme l'a dit tout à l'heure M. Grambeau, sur nos territoires, avec les pays africains qui devaient donner de façon préférentielle leurs ressources stratégiques, et donc ils avaient défini ces ressources-là en 2 catégories. La première catégorie qui concernait le gaz et le pétrole, et la deuxième catégorie qui concernait l'uranium, le borium, le thorium et d'autres en contrepartie de l'assistance stratégique. Et donc cela n'était pas acceptable, et d'autant plus que pour vendre leurs produits qu'ils considéraient comme stratégiques, ces pays africains devaient demander l'accord préalable de la France. Voyez-vous, et donc il y avait une exclusivité. Et donc, au nom de cette exclusivité, beaucoup de choses ont été faites en Afrique qui ne sont pas les choses les plus belles, notamment au Niger, notamment dans d'autres pays, où les dirigeants ont voulu s'affranchir Maman Ousmane et autres, et après nous avons vu comment les choses sont passées avec des rébellions ici et là. Et la situation actuelle du Mali, où on essaie de négocier un nouvel accord de défense ou quelque chose de ce genre, ça entre dans cette ligne, dans ce que nous considérions en son temps et que nous continuons de considérer comme une sorte de mainmise de la France sur des pays africains dans le schéma de défense de ses intérêts. Et c'est pas moi qui vais vous apprendre que le MNLA, qui aujourd'hui est encadré ou sanctuarisé par les forces françaises, de sorte que les forces maliennes ne peuvent pas arriver dans cette zone-là, est une organisation qui avait pignon sur rue à Paris et qui circulait dans toutes les télévisions, alors qu'en France, il y a une loi antiterroriste qui dit qu'on ne peut pas, à partir de
pour la France déstabiliser un autre pays. Voyez-vous, c'est une situation de deux poids, deux mesures où la France joue de ses intérêts, soutient des pouvoirs, crée des rébellions, mais tout ça, voyez-vous, c'est la défense des intérêts. Comme le dit Granvaux, la France est présente en Afrique pour défendre ses intérêts. Avec des accords anciens ou nouveaux, c'est toujours la défense des intérêts. Vous avez parlé du Mali, vous avez parlé du Niger, évidemment, dans les Atlantique, pour rappeler aussi que, par exemple, que l'accord signé, justement, le Tchad aussi, l'accord signé entre la France et le Gabon, en 1960, précisait que la République gabonaise, je cite un peu, avec l'accord de la République française, fait rappel aux forces armées françaises pour sa défense intérieure et extérieure. On a vu souvent d'ailleurs des militaires français intervenir plutôt dans la politique intérieure du Gabon, évidemment, voilà, pour mater aussi, je dirais, des manifestants gabonais, tout simplement, hein, ce type de disposition a amené la France à consolider, on le sait, des régimes souvent décriés par la population. Premier commentaire, mon cher Quentin Michaud. Eh bien, aujourd'hui, oui, la France est obligée de mettre à jour, en quelque sorte, ses accords de défense avec l'Afrique, parce que l'armée française, en tout cas, aujourd'hui, est confrontée à une grande problématique, qui est de devoir baisser ses effectifs qui sont prépositionnés en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, ça lui coûte trop cher. Le prépositionnement des bases françaises en Afrique coûte un peu moins d'1 milliard d'euros par an à l'armée française. Donc, aujourd'hui, ils sont confrontés à une problématique, après l'opération Serval, et alors que l'opération Sangaris va se prolonger, inévitablement, de devoir réorganiser le dispositif. Donc ça veut dire négocier pays par pays ce déploiement qui est à chaque fois bien spécifique. C'est-à-dire qu'au Niger, on a une base essentiellement de drones. C'est là où sont basés les drones de l'armée de l'air française, qui patrouillent. Et ça c'est récent. Ça c'est récent. Et on a en plus des drones américains maintenant. C'est-à-dire que l'armée française a acheté des drones aux Américains qui sont capables de voler beaucoup plus haut, beaucoup plus longtemps, avec des capteurs images. Alors il y a une contradiction dans ce que vous dites, parce que vous dites, alors ça va revenir très cher à la France, en même temps la France est en train de renforcer en ce moment son dispositif plutôt dans ces pays-là. Il n'y a pas de désengagement, alors que c'était ce qui avait été annoncé il y a quelques années. Bien sûr, c'est la grande prise de conscience qu'il y a eu, je pense, après les opérations en Afghanistan et en Libye. La France est de nouveau confrontée aujourd'hui à son premier terrain, en quelque sorte de prédilection, qui est le terrain africain, et elle est obligée de revenir en quelque sorte aux sources. On le voit avec l'opération Serval. S'il n'y avait pas eu ces bases de prépositionnement qu'il y a en Côte d'Ivoire et au Sénégal, l'armée française n'aurait pas pu faire ce travail-là. Quand vous dites la France est obligée de revenir aux sources, c'est-à-dire on se demande où sont les sources d'ailleurs. Elles sont des sources toujours. Tout à fait. Et oui. on cherche les sources en général, on ne les trouve jamais. Un recul au fur et à mesure qu'on les cherche. C'est vrai, c'est vrai. On va marquer une fausse publicité, messieurs, et juste pour publicité. Nous revenons dans 2 minutes. On est parti par là, tout de suite. Le grand débat, 18h, 19h, sur Africa numéro 1. État de la coopération militaire entre la France et l'Afrique, nous en parlons en ce 14 juillet avec nos invités, Doumbia Major, président du Congrès panafricain pour le renouveau, auteur de Le Manifeste pour l'Afrique, par édition L'Harmattan, et Raphaël Granvaux, auteur de la 23e édition des dossiers noirs de l'association Survie, avec ce thème, ce titre, que fait l'armée française en Afrique, par aux éditions Agone. Et notre débatteur polémiste invité, Quentin Michaud, journaliste au magazine Opérationnel, spécialiste des questions de défense et de sécurité. Alors, je m'adresse à vous, Doumbia Major, avant qu'on retrouve Raphaël Granvaux, pour revenir un peu, je dirais, aux conséquences, je dirais, de ces accords de défense signés au moment des indépendances. Alors, une question qui revient souvent, d'ailleurs, de plus en plus depuis les événements au Mali, en Centrafrique, à quoi auront servi finalement les armées africaines depuis l'indépendance? Les armées africaines auront servi de force d'appoint aux forces françaises. Elles auront servi de force d'appoint aux forces françaises pour maintenir des régimes quand il le fallait. Et voilà. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est juste une adaptation, une réadaptation du système qui était déjà existant. Parce que l'armée, de façon, si vous voulez, a changé de forme. Il faut changer la façon de faire, les capacités de déploiement. Aujourd'hui, on a des outils encore plus pointus, notamment avec des outils d'observation comme Galileo, qui peut permettre aujourd'hui aux Français, les postes d'observation Galileo, de pouvoir lire sur les champs d'opération à 30 cm près, à la limite des plaques de voiture. Donc, la question est de savoir, pour vous qui observez souvent cette situation-là, pourquoi depuis 50 ans les pays africains n'ont pas trouvé urgent de construire leur propre sécurité, leurs propres armées, parce qu'en fait c'est la carence, je veux dire, évidente de ce point de vue qui a amené la France à intervenir avec l'opération Serval au Mali il y a quelques mois. Puisque la CEDEAO, donc Organisation Régionale, n'était pas en mesure de garantir la sécurité du Mali.
il faut dire que ce sont des pays qui sont, depuis l'indépendance, qui sont contrôlés ou gérés par la France, qui n'ont pas une certaine autonomie pour pouvoir déployer une véritable armée. Des chefs d'État qui ne sont pas indépendants, que voulez-vous qu'ils fassent avec une armée où il y a déjà des coopérants qui sont... Mais ça, ce sont des choix politiques. Voilà, ce sont des choix politiques, mais pas totalement des choix libres, avec des pays africains qui sont contrôlés déjà, au niveau de la monnaie, vous savez l'histoire du franc CFA, des chefs d'État africains qui sont contrôlés avec des armées signées au moment de l'indépendance, avec des armées françaises qui sont là pour protéger ces chefs d'État. Ils avaient, ces chefs d'État-là, des indépendances, qui étaient les amis de la France, donc les amis de l'entrée dans la communauté française. C'est comme ça que se disait alors au temps de De Gaulle, la communauté française, ils avaient une garantie de soutien de l'armée française en cas de troubles à l'intérieur comme de troubles venant de l'extérieur. D'accord. Voilà. Mais c'est 4 ans plus tard quand même. Ils n'ont pas eu besoin, pour certains, de mettre en place une armée. Ils n'avaient même pas confiance en ces armées au niveau local. Donc, ce à quoi ils avaient confiance, donc c'est une dépendance consentie. C'est une dépendance consentie parce qu'une armée étrangère, ça marche mieux des populations qui se révoltent qu'une armée locale qui est plutôt enclin à protéger les droits de l'homme et autres. Voyez-vous? Oui, c'est surtout aussi, pour rebondir par rapport à ce que vous dites, qu'il n'existe pas de solution militaire, je dirais, qu'il existe uniquement des solutions politiques. Au Mali, il n'existe pas de solution militaire. En Centrafrique, il n'y a pas de solution militaire pour mieux séparer les anti-Balaka et les ex-Seleka. Au Mali, on l'a vu, il faut réconcilier les Touaregs avec Bamako. Donc, le MNLA, le Touareg, voilà. Le MNLA, vous pouvez bien me corriger. Mais il n'y a pas aujourd'hui, dans ces États africains qui sont complètement effrités, c'est aujourd'hui une solution politique. La présidente centrafricaine de transition, aujourd'hui, elle a besoin, je pense, de plus de poids politique et d'une plus grande liberté d'action pour reconstruire son armée, reconstruire sa police, reconstruire sa gendarmerie et surtout s'imposer dans le paysage centrafricain. Quand on parle de... Non, je ne suis pas du tout d'accord. Pourquoi? Parce que le MNLA est une pure création de la France. Une pure création. On a vu quand les gens se sont soulevés dans le Nord Mali, qui a demandé, premièrement, c'était Juppé, ministre des Affaires étrangères, de discuter avec le MNLA. Bien sûr, moi je suis d'accord avec vous. Mais les armes du MNLA sortent d'où? Moi, je connais le Mali, j'ai fait le Nord, j'ai fait le Sud, je connais la Côte d'Ivoire, je connais la situation, je sais d'où sortent les armes. Donc, quand un Français me dit non, écoutez, c'est un conflit interne puis intérieur, moi je rigole. Parce que ces armes viennent de la France pour la plupart. Bien sûr. Voilà, donc il ne faut pas dire. Donc, c'est cette France-là qui, en fonction de ses intérêts, utilise donc la force des armes comme variable de régulation. Et alors, Raphaël Grandvaux, vous avez écouté tous les deux, on va demander une réaction après tout ce qu'il a entendu, Raphaël Grandvaux. Sur le premier aspect développé en complément du rôle des armées africaines au moment des indépendances, il faut rappeler que ces armées sont formées par la France à l'aide de cadres qui viennent de l'armée française, et comme l'armée française continue à assurer la défense de ces pays, ces armées sont formées quasiment exclusivement dans une optique de répression intérieure, encadrées idéologiquement par les principes de la guerre contre-insurrectionnelle ou guerre révolutionnaire, c'est-à-dire ce qui a été mis en œuvre en Algérie, en Indochine, et ça a des conséquences évidemment catastrophiques pour le développement de ces pays-là. Et puis un autre aspect qui explique aussi cette situation, c'est que les chefs d'État mis en place par la France, ou qui vont prendre le pouvoir dans les années qui suivent les indépendances, font plus confiance à la France pour se maintenir au pouvoir, tant qu'ils respectent les intérêts français, qu'au cadre de leurs propres armées, dont ils craignent éventuellement des coups d'État si ces armées-là devenaient trop puissantes, qui explique aussi parfois le caractère de dénuement de certaines armées nationales, à l'exception des gardes présidentielles, des gardes prétoriennes ou de certains corps qui visent non pas à défendre le pays, mais à défendre le régime. Major, c'est tout à fait juste. Des armées ethniques, le cas du Togo par exemple, il y a une ethnie, je crois, les Kabyles, qui sont majoritairement dans l'armée, et donc qui protègent un individu. Voyez-vous? Et donc, nous avons affaire à cette configuration-là, où l'armée française utilise sa supériorité militaire comme force de régulation de ses intérêts, la défense de ses intérêts. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec le changement qu'il y a au niveau des accords? Il n'y a rien qui a changé. La réalité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, la France a beaucoup de matériel d'observation. Et cette guerre-là, elle peut geler des positions à partir des satellites. Quelqu'un
qui vous voit de là-haut et qui peut dire à telle force reculer ou avancer, ils sont là et autres. C'était ça le cas de la Côte d'Ivoire, où l'armée française conseillait et les rebelles et les forces loyalistes, gelant comment on appelle cette dame, la ministre de la Défense de Chirac. Voilà, gênant donc les positions jusqu'à ce qu'on obtienne le départ de celui qu'on ne voulait pas. Voyez-vous, de manière légitime ou par la voie des élections. De ces conflits, pourquoi? Parce que la France agit de cette sorte. Le MNLA était bien utile à la France pour gérer la crise des otages. C'est ça en fait qui s'est passé. À ce propos, je vous conseille un excellent livre qui a été écrit par Jean-Christophe Notin, qui a mené une enquête assez incroyable, inédite même, sur l'opération Serval au Mali, dans lequel il raconte justement la complexité des relations entre la France, le MNLA et le pouvoir à Bamako. Le livre s'appelle Les dessous de la guerre, les dessous de la guerre de la France au Mali, et c'est un excellent bouquin justement qui le raconte. Alors j'aimerais qu'on ne pas trop, je dirais, sur la crise malienne, parce que le débat du jour quand même, ce n'est pas la crise malienne, on a fait des débats multiples et nombreux, je dirais, sur cette question. Aujourd'hui nous parlons justement de la présence militaire française, du retour en tout cas du dispositif militaire français en Afrique. Alors comment comprendre? Parce qu'au cœur de ce débat, la question qui se pose, c'est comment est-on passé du désengagement donc entrepris dans les années 90, au milieu des années 90 par Lionel Jospin, à la signature aujourd'hui de nouveaux accords de défense, après être passé aussi par la mise en place d'accords nouvelle génération sous Nicolas Sarkozy, qui considérait lui-même que les accords de défense signés au moment des indépendances étaient obsolètes. Nous marquons une pause pour la publicité et nous allons revenir au cœur du débat juste après. De 18h jusqu'à 19h, le grand débat sur Africa numéro 1. Et faire de la coopération militaire entre la France et l'Afrique, nous en parlons avec nos invités, Doubia Major, Raphaël Granvaux et Quentin Michaud, nos débatteurs polémistes invités. Raphaël Granvaux, alors on pensait donc que ces accords, une nouvelle génération, initiée sous le mandat de Nicolas Sarkozy, allait entraîner donc des engagements militaires de la France en Afrique. Alors, au lieu de cela, il y a un livre blanc qui vient d'être publié sur la sécurité et la défense, publié en avril dernier, qui fait de l'Afrique désormais une zone prioritaire. Alors, ce livre blanc, rédigé par les parlementaires français, préconise de suspendre le désengagement militaire de la France en Afrique, compte tenu, dit ce livre, des nouvelles menaces terroristes. Pourtant, Raphaël Granvaux, je veux dire, la menace terroriste ne date pas d'hier. Pourquoi aujourd'hui ce réflexe comme ça de retour massif et surtout, comment expliquez-vous, je dirais, le retour cette influence grandissante de l'armée française dans la décision politique aujourd'hui? Alors, je suis d'accord avec vous qu'il y a une inflexion et effectivement articulée au prétexte de la guerre contre le terrorisme, avec des discours qui paraissent directement inspirés des néoconservateurs américains et qui sont effectivement repris par les militaires pour justifier leur présence permanente sur le continent africain. Pour autant, si vous le permettez, je voudrais revenir 2 petites minutes sur ce terme de désengagement que vous avez évoqué pour la période précédente, parce qu'il ne me semble pas tout à fait approprié. C'est vrai qu'il y a eu dans les années 90 une crise de légitimité de la présence militaire française en Afrique, parce qu'il y avait de nouvelles rivalités, parce que la guerre froide était terminée, parce que les résistances africaines s'exprimaient de nouveau par le biais des conférences nationales notamment, parce qu'également la France était complètement discréditée par le soutien aux génocidaires en Rwandais en 1994, et à partir de ce moment-là, il y a une réflexion dans les milieux politiques et militaires français qui s'occupent des questions de défense pour essayer de redéfinir les meilleures conditions de la présence militaire française en Afrique. Et dans tous les rapports qui ont été écrits et dans toutes les publications militaires jusqu'aux dernières sur le bilan de l'opération Serval, il est toujours dit qu'il s'agit d'aménager cette présence et non pas de la démanteler, bien au contraire, mais d'en redéfinir les conditions de possibilité pour mieux la faire accepter. Alors ça se traduit effectivement par des allègements quantitatifs quand on ferme un certain nombre de bases militaires. Mais ces aménagements-là sont compensés en permanence par des moyens de projection depuis la métropole. Et on considère que c'est moins coûteux politiquement et financièrement d'intervenir en déployant ponctuellement des soldats en grand nombre plutôt que de les maintenir en permanence sur place. Mais il n'y a jamais volonté de désengagement, et même lorsque Nicolas Sarkozy redéfinit les accords de défense ou qu'il fait le discours du Cap en 2008, où il dit qu'à terme, de manière très lointaine, il faudrait que la France puisse quitter l'Afrique, ça ne l'empêche pas dans le même temps de tenir des déclarations absolument contraires. Par exemple,
quand il dit en Côte d'Ivoire que l'armée française ne restera jamais en Côte d'Ivoire. Après, au moment de l'investiture de le discours et puis la réalité et l'évolution réelle du dispositif français. Cela dit, pour revenir à votre question de départ, c'est vrai qu'il y a une inflexion, on pourrait dire une sorte de retour en arrière, un retour aux fondamentaux, parce que le rôle des bases prépositionnées, effectivement, a été salué au moment de l'opération Serval, et on considère que l'allègement numérique qui avait été opéré a atteint son maximum, et qu'aujourd'hui, on ne va pas aller plus avant, et qu'au contraire, vous l'avez dit, on va le renforcer, le réorganiser avec différents îlots sur le modèle de la présence américaine, pour être plus réactif et pouvoir naviguer, on va dire, de manière complètement libre et indépendante des pouvoirs en place, hein, quasiment, sur toute une zone sahélienne, voire un peu plus étendue. Alors, il faut dire que Doumbia Bajor, la menace terroriste est devenue, je dirais, le prétexte absolu à toutes les actions militaires aujourd'hui, de sécurité en tout cas. En tout cas, c'est c'est l'argument majeur sur lequel s'appuie le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, pour expliquer aujourd'hui le déploiement de la mise en place d'un dispositif militaire français accru et massif au Niger notamment. Et on sait que cette opération est en train d'être menée sans que les parlementaires nigériens soient consultés, sans que l'opinion publique soit consultée. Il y a débat, il y a même beaucoup de polémiques autour évidemment de la mise en place de ce dispositif militaire français. En fait, on est en train de constituer une base au Niger, sans dire son nom. Finalement, on parle de base militaire, mais on parle de dispositif militaire. C'est ce qui se passera dans quelques jours également au Mali. Ce sera donc mercredi, c'est ça, mercredi, signature de ce nouvel accord de défense. Là aussi au Mali, polémique, le Parlement n'est pas consulté, l'opinion publique évidemment est divisée sur la question. Certains disent, mais bon là, si au fond ça peut servir évidemment à mettre fin à la guerre dans le nord du Mali, pourquoi pas. Bon, c'est quand même que ce dispositif est mis en place pour le long terme. C'est-à-dire, c'est une reconfiguration finalement des relations de sécurité, des relations militaires entre le Mali notamment, parce que le Mali c'est symbolique de ce point de vue. Le Mali a toujours été un peu un cas à part de ce point de vue-là. Le fait que le Mali revient dans le giron, si j'ose dire, sécuritaire français, c'est quand même un événement historique majeur, non? Vous savez, c'est Giscard qui disait, je le cite dans mon livre, que pour justifier la présence de l'armée française en Afrique, il disait un changement de la situation de l'Afrique, une situation générale, un changement donc de la situation de l'Afrique, une situation générale d'insécurité ou de subversion en Afrique aurait des conséquences pour la France et pour l'Europe. Et ces conséquences sont des conséquences économiques, des conséquences financières, et il faut savoir, il ne faut pas se tromper, on n'explique pas souvent aux étudiants, le militarisme fait partie des théories économiques qu'il faut expliquer aux étudiants. Il y a des pays qui utilisent la force militaire pour pouvoir se développer. Ça a existé dans le temps, ça continue d'exister. Et donc, ce qu'il y a à comprendre, et ce que le peuple français et les citoyens africains doivent comprendre, c'est que la France est un pays qui a un développement fragile. Je dirais même, je dis ça, accidentel. Ça veut dire que c'est un développement qui s'appuie sur les ressources des autres. Et donc, chaque matin qu'un citoyen français prend le métro ou le train, il est financé, il est conduit par de l'uranium qui vient du Niger ou du Gabon. Et donc l'uranium qui est utilisé pour alimenter les centrales nucléaires. Et si le coût du pétrole augmente parce que Kadhafi aurait fermé par exemple des puits, ayant investi ou ayant trouvé suffisamment d'argent pour faire plutôt un capitalisme industriel et autres, ça devient un danger pour la France dans la mesure où toute l'énergie dont dépend la France, il y a un problème, il y a de l'inflation, il y a une réaction en chaîne. Donc ces ressources-là sont des ressources dont dépend la France, et donc la France est prête, y compris à massacrer du Kadhafi, ou même des milliers de Libyens, ou des Africains, ou aller prendre de l'uranium dans la mine de Faléa au Mali qui vient d'être découverte, qu'il ne faut pas laisser aux mains de terroristes ou de personnes qu'on ne contrôle pas. On contrôle MNLA, mais ne contrôle pas forcément Moudjahou et les autres petits groupes qui sont à l'intérieur. Et donc, cette France-là est présente pour défendre ses intérêts avec les armes. Doumbia Bajor, ce que je veux vous dire quand même,
voilà, je comprends bien ce que vous dites, mais on n'est plus dans les années 60, on est quand même en 2014, et entre-temps, ces pays africains dont vous parlez ont quand même eu des marges de manœuvre sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, sur le plan politique, pardon, et ils ont aujourd'hui une capacité de décision beaucoup plus grande que dans les années 60, et voilà, je pense que les actions posées par la France aujourd'hui en Afrique, ces actions sont posées aussi avec l'assentiment des régimes qui sont en place. Monsieur Laloupo, est-ce que ce n'est pas une illusion de manœuvre, de possibilité? Voilà, quand vous regardez, je vais vous citer au Niger, qu'est-ce qui s'est passé? Non, laissez-moi vous poser la question. C'est-à-dire que si je suis votre raisonnement jusqu'au bout, je dis que votre raisonnement infantilise quand même terriblement les dirigeants africains. C'est comme s'ils peuvent faire des choix politiques critiquables, tout à fait contestables, mais ce sont des choix politiques qu'ils assument pleinement. Je pense que notre souhait est que la situation change, mais en attendant que ça change, la réalité est quoi? C'est que cette marge de manœuvre illusoire là n'est pas une réalité, parce qu'il est facile, et ça a été le cas par exemple au Tchad, et je vais vous citer d'autres exemples. Quand rapidement, parce que rapidement, quand monsieur Sébi, avec l'affaire de l'arc des Zoé, ou l'affaire des arcs des Zoé, où des petits Africains ont été vendus par les militants de l'arc des Zoé, donc ces humanitaires soi-disant ont été condamnés à 8 ans de travaux forcés, et ça avait été condamné au Tchad. Qu'est-ce qui s'est passé? La France a permis à une rébellion d'avancer jusqu'à la capitale. Il y a un lien avec l'arc de Zoé. Il y a bien entendu un lien. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ils sont venus défendre Idriss Déby. Et ils ont reconduit non seulement tous les accords pétroliers et autres, mais ils ont obtenu la libération des humanitaires qui étaient là. Parce que Idriss Déby l'a voulu pour maintenir son pouvoir. Et là où Idriss Déby voulait prendre une petite indépendance, mais on lui a montré que cette indépendance-là, il ne pouvait pas la prendre. Oui. Voyez-vous? Et donc, il y a plein d'exemples comme ça. Mais il y a des contre-exemples aussi, et j'aimerais vous en donner un. Parce que sur l'utilisation des ressources naturelles, moi il y a quand même quelque chose qui m'a frappé, c'est la difficulté pour Areva de renégocier l'accord d'extraction d'uranium au Niger. Ça a pris des mois, ça a été retardé à plusieurs reprises. Là on le voit quand même, il y a un mouvement social. Le pouvoir politique nigérien a pesé, je pense vraiment, et a su imposer des contreparties financières, humanitaires, etc. On le voit. Areva est obligé de s'impliquer de plus en plus dans la vie économique locale pour pouvoir continuer à être populaire en quelque sorte, parce que c'est bien ce dont il s'agit, pour qu'il puisse continuer à exploiter en toute sérénité, je dirais, l'uranium au Niger. Oui, parce qu'il y a une prise de conscience populaire, sociale, et dans toute l'Afrique aujourd'hui, qui voit que cette France-là est là pour défendre ses intérêts. Donc il met la pression négociable sur les dirigeants. Bien sûr. Et avec les industriels français, il y a une contestation négociable en quelque sorte, en justement imposant ces contreparties. Les pouvoirs africains savent qu'ils peuvent aujourd'hui trouver un juste équilibre. Après, Grambo, sur cette dimension de l'intérêt économique des interventions militaires françaises en Afrique, je crois qu'il est intéressant de confronter deux types de discours. Il y a d'abord les discours qui sont tenus au moment du déclenchement des opérations militaires, que ce soit en Centrafrique ou au Mali, qui sont toujours des discours très désintéressés, qui présentent toujours des interventions humanitaires pour libérer les populations, pour protéger les ressortissants, etc. Et puis il y a après les bilans de ces opérations qui sont faits dans des rapports institutionnels ou dans les publications militaires, et c'est amusant de constater qu'à ces occasions-là, c'est exactement l'inverse qui est tenu, c'est qu'on est toujours soucieux de justifier l'intérêt économique de ces opérations. Et à ce moment-là, on montre bien le lien qu'il peut y avoir entre la capacité d'intervention de la France et la défense de certains intérêts. Par ailleurs, je pense que ce ne sont pas uniquement les seuls intérêts, ou en tout cas qui ne sont pas déconnectés d'autres motivations. La classe politique française est de manière quasi unanime encore animée par cette idée de la grandeur de la France, de l'influence dans le monde qu'elle peut avoir. Et tout le monde est persuadé que cette influence, que cette capacité à être une sorte de grande, moyenne puissance, elle ne le doit qu'à son précaré africain et à sa capacité à pouvoir intervenir militairement en Afrique. Et ça, c'est extrêmement prégnant, non seulement chez les politiques, mais également, bien sûr, chez les militaires, en particulier dans toutes les traditions des troupes de marine. Et si je puis me permettre, aujourd'hui, quand même, ce discours est très nuancé. C'est pas plus tard que cette semaine que les parlementaires français ont remis leur rapport justement sur ce redéploiement africain de l'armée française. On le voit, ils sont très inquiets, ils savent que ça va être de plus en plus compliqué, que l'armée française est enlisée en Afrique et qu'il y a des nouvelles menaces comme Boko Haram qui va déborder du Nigeria, Boko Haram qui a appelé à mener des actions
contre l'armée française en Centrafrique et les Chebab en Somalie qui posent de plus en plus de problèmes. Donc aujourd'hui le discours il est effectivement l'armée française est forte en Afrique, mais ça va être de plus en plus compliqué de mener des opérations militaires là-bas. Oui, allez-y. Un petit mot pour répondre très rapidement par rapport à cette présentation du rapport que vous mentionnez. Là encore, dans la présentation d'un des deux rapporteurs, dans les 30 premières secondes de la présentation, sont réaffirmées l'importance de cette influence de la France dans le monde et le lien avec la présence militaire en Afrique. Donc c'est pas un contre-exemple à mon avis. Par rapport à l'exemple d'Areva que vous citiez également sur la difficulté de la renégociation de l'accord sur les mines, certes Areva a été obligé de se conformer à la loi minière et peut-être de porter la taxation à 12%, mais en contrepartie d'exonération fiscale nouvelle. Donc à mon avis il faut attendre un petit peu pour faire le bilan. On ne sait pas encore exactement ce que ça va réellement rapporter au budget nigérien. Raphaël Grandvaux, alors une question. Alors depuis quelques années, depuis une quinzaine d'années à peu près, on parle donc du recul de l'influence française sur le plan économique en tout cas, au profit de, en Afrique bien sûr, au profit de ce qu'on appelle les puissances émergentes. Est-ce que ce redéploiement, ce repositionnement militaire en Afrique aujourd'hui est une manière de compenser justement cette perte d'influence sur le plan économique? Alors d'abord, la perte d'influence sur le plan économique, là encore, il faut regarder dans le détail, parce qu'au moment de la sortie du rapport Védrine, par exemple, sur l'influence économique de la France en Afrique, on nous a ressorti un chiffre qui était celui de 4% de part de marché de la France par rapport à 10% il y a quelques années, etc. Mais si on écoute là encore, par exemple, le patron du SION, le Conseil des investisseurs en Afrique, il explique qu'il vaut mieux avoir une plus petite part du gâteau si le gâteau a considérablement augmenté. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la France, en part de marché, en pourcentage, a perdu, mais si on regarde en volume, ça a explosé. Et les investisseurs français en Afrique continuent à faire beaucoup d'argent. Alors proportionnellement, évidemment, il y a beaucoup de positions qui étaient des positions monopolistiques et qui ne le sont plus, où la France a effectivement vu apparaître de nouveaux acteurs, chinois, brésiliens, etc. Mais les intérêts français économiques en Afrique restent très importants. Ceci dit, le rapport Védrine que vous avez cité n'est pas une référence en soi. Bon, il faudrait le préciser. Merci beaucoup. Restez avec nous, Raphaël Grandvaux. On va marquer une dernière pause dans cette émission et nous reviendrons juste après pour encore poser quelques questions, quelques commentaires et les conclusions. Tout de suite. Le grand débat jusqu'à 19h sur Africa numéro 1. Le grand débat avec Francis Lalufo. Étape de la coopération militaire entre la France et l'Afrique. Nous en parlons ce 14 juillet avec nos invités Raphaël Grandvaux, auteur de la 23e édition des dossiers noirs de l'association Survie, intitulé Que fait l'armée française en Afrique, paru aux éditions Argonne. Et notre autre invité avec nous ici en studio, Dounia Major, président du Congrès panafricain pour le renouveau, auteur de Le manifeste pour l'Afrique aux éditions L'Armatan, et notre débatteur polémiste invité, Quentin Michaud, journaliste au magazine Opérationnel, spécialiste des questions de défense et de sécurité. Alors, messieurs, je voulais qu'on insiste un peu plus encore, avant la fin de cette émission, sur cet accord de défense qui va être signé mercredi prochain, donc entre la France et le Mali. On sait que voilà, le fait que le Mali ait fait appel à la France pour restaurer son intégrité territoriale a été douloureusement vécu par certains Maliens qui ont toujours été, on sait que le Mali a toujours été très jaloux, très fier comme ça, très orgueilleux en ce qui concerne son indépendance et sa souveraineté. Alors voici ce qu'on pense Omar Keïta, un sociologue et politologue, enseignant à l'école des hautes études en sciences sociales. Il a été le porte-parole du candidat Ibrahim Boubacar Keïta, devenu, comme on le sait, l'actuel président du Mali. Alors je cite en substance ce texte. Il dit du Mali au Nigeria jusqu'en Somalie, le djihadisme est aujourd'hui une réalité concrète et transnationale. Face à l'ampleur du phénomène, une présence de base militaire occidentale est souhaitable pour renforcer la coopération en matière de sécurité et de renseignement, pour construire des réponses régionales, continentales et internationales, concertées et coordonnées. L'opération Serval a été vécue comme un soulagement par beaucoup de Maliens. La signature d'un accord de défense entre Bamako et Paris doit donner un cadre juridique à la prolongation de sa présence militaire dans la zone sahélo-saharienne. Cet accord de défense avec la France permettra de réformer l'armée malienne. Ce n'est pas un accord de défense à l'ancienne, comme pouvait en produire la France-Afrique, mais un accord de coopération, tout comme nous en avons en matière d'agriculture, d'éducation, de santé. Il n'y a rien de secret dans cet accord. Fin de citation. Votre commentaire, Dounia Major. Il n'y a rien de secret dans cet accord. Mais que pensez-vous de la réflexion autour de cet accord, réflexion donc de Oumar Keïta?
On lui dit voilà, il faut des bases occidentales, on ne veut pas s'en passer, au nom de la lutte contre le djihadisme, etc. Quand le pompier met le feu, à un moment donné, on n'a pas besoin, on ne peut pas s'en passer, on appelle le pompier. Voilà. Donc la France joue un rôle de pyromane, de sorte que... Quand vous écoutez la crise malienne, c'est la France qui l'a organisée. Ouais, écoutez, moi je pars toujours sur des bases très simples. Le MNLA a fait pratiquement sa déclaration d'indépendance de l'Azawad en France. Sur France 24. Sur France 24. Et France 24 a été inaugurée par Jacques Chirac pour donner ce qu'il a dit, je cite en griffe, et comme vous dites, il y a des lois terroristes en France. De l'actualité. La version française, le regard français sur l'actualité. Voilà le slogan que Jacques Chirac a lancé en sortant qu'il inaugurait France 24. Voyez-vous, il y a des lois antiterroristes ici. On a vu le cas Ibrahim Koulibaly en Côte d'Ivoire qui a été arrêté ici. Il y a eu plein d'autres cas de personnes d'autres pays qui ont été arrêtées ici parce qu'ils étaient soupçonnés simplement d'organisations terroristes. Et donc quand la France n'est pas d'accord avec vous sur une manœuvre de ce genre, vous êtes arrêté directement. Voyez-vous, cette action aujourd'hui au Mali a été suscitée d'une certaine façon pour créer des conditions d'appel du Mali à la France. Et donc la France est arrivée là pas pour défendre les intérêts des Maliens. Il y a plein de Maliens ici à Montreuil et autres, ou plein d'Africains. Les Français ou la France officielle n'aiment pas particulièrement ces Africains-là. Il y a plein qui sont au chômage. Donc pour vous, la menace djihadiste a été conçue justement pour déclarer l'opération française au Mali. Allez-y rapidement, parce qu'on arrive à la fin de l'émission Doumbia Major, revenez au texte que je vous ai lu. Voilà. Et donc pour moi, écoutez, on a créé une condition pour se rendre indispensable et on contraint les Maliens d'une certaine façon à accepter cette situation. On a bien compris. Raphaël Granvaux, un commentaire sur ce texte de Oumar Keïta? Oui, deux commentaires rapides. Le premier, c'est que l'intégrité territoriale, qui était un des buts de guerre de l'opération Serval, n'est toujours pas restaurée, puisque comme ça a été rappelé, le MNLA contrôle toujours une partie du territoire. Que d'autre part, le prétexte, entre guillemets, qui était l'intervention, enfin la descente des djihadistes sur Bamako pour s'emparer du Mali, il est maintenant avéré, et notamment par exemple dans l'enquête menée par M. Notin qui a été cité tout à l'heure, qu'il s'agissait d'un montage de l'armée française pour faire accepter une opération qui avait été planifiée de longue date. Et d'autre part, du point de vue des alternatives à ce recours exclusif à la France, je crois qu'il faut quand même citer le cas des troupes africaines et de l'Union africaine. Dans les discours français, on prétend toujours vouloir aider les Africains à assurer eux-mêmes la sécurité. Or, quand c'est possible politiquement, comme c'est par exemple le cas en Centrafrique où il y a eu une force africaine multinationale, mais difficile d'un point de vue logistique et matériel, au lieu de donner à l'Union africaine les moyens logistiques et les moyens matériels d'assumer cette tâche politiquement, on la dessaisit politiquement pour conférer la responsabilité à nouveau à l'ONU, comme ça a été le cas au Mali ou en Centrafrique, et on renvoie une nouvelle fois la responsabilité aux grandes puissances en dessaisissant ceux qu'on prétend aider. Et là, il y aurait une alternative politique qui serait véritablement désintéressée si on fournissait véritablement la possibilité d'un contrôle africain. Je rebondis sur ce que vous dites, Raphaël Granvaux, parce qu'on se souvient en décembre dernier, ce fameux sommet sur la sécurité entre la France et les pays africains, le sommet de l'Elysée. Ce sommet avait accouché d'une résolution assez étrange où on mettait en place une force d'intervention rapide qui n'aura jamais, qui ne verra jamais le jour d'ailleurs, on s'en doute. Alors que l'Union africaine a initié les fameuses forces africaines en attente. Il est un peu logique, je veux dire, de renforcer ces forces africaines en attente plutôt que de créer, en tout cas d'annoncer la création de cette fameuse force d'intervention rapide qui venait se rajouter évidemment à une architecture qui n'est même pas encore achevée. Ça n'était pas une création au moment du sommet de l'Elysée, c'est une création qui datait du précédent sommet de l'Union africaine et effectivement qui visait un peu à court-circuiter ces forces africaines en attente qui avaient du mal à se mettre en place. Ça restait néanmoins un dispositif africain qui se voulait un petit peu plus souple et plus directement mobilisable. Et au moment du sommet, François Hollande s'est contenté de réaffirmer cet objectif politique et ce qui paraît effectivement étrange en essayant de fixer lui-même un calendrier pour la mise en place, ce qui ne paraît pas exactement être son rôle. Tout à fait.
Quentin Michaud. Sur l'accord de défense franco-malien, sans révéler de scoop, de quoi il s'agit? Il s'agit évidemment de former, d'entraîner les militaires maliens qui manquent cruellement de moyens. Donc l'armée française, comme c'est en discussion depuis pas mal de temps, va leur laisser du matériel. Ça peut être des hélicoptères, comme ça a été déjà évoqué, des hélicoptères Gazelle qui donc sont encore en service dans l'armée française et qui ont été utilisés au Mali, des véhicules de transport, etc. Donc cet accord, ça concerne aussi du partage de renseignements, évidemment, toujours pour localiser les djihadistes. Et comme on l'a évoqué précédemment, la menace est transfrontalière, donc elle implique aussi la surveillance des frontières mauritaniennes. On l'oublie un peu souvent, mais en Mauritanie, il y a beaucoup d'éléments qui se sont réfugiés et qui traversent régulièrement la frontière, et qui concerne aussi une plus grande coopération avec l'Algérie, puisque Paris doit intervenir régulièrement auprès de Bamako et d'Alger pour que les deux pays rapprochent leur coopération. Alors que justement l'Algérie a joué le jeu et a créé en quelque sorte le verrou de l'autre côté de la frontière pour éviter que les djihadistes qui franchissent la frontière et qui étaient chassés par l'armée française ne se retrouvent pas en Algérie en liberté totale. Oui, vous avez une lecture très orthodoxe de la situation. Alors, moi j'aimerais terminer sur un extrait d'un texte de Philippe Lémarie, publié dans Le Monde diplomatique le 24 mai dernier. Philippe Lémarie, journaliste, qui dit le livre blanc sur la défense et la sécurité, donc, qui a été publié en avril dernier, rendu public à Paris donc le 29 avril dernier, porte la marque, écrit-il, de cette opération Serval au Mali, retardé, réécrit et préconise pour l'essentiel le maintien du niveau global des crédits militaires pour la période à venir. S'agissant de l'Afrique, il ne préconise plus le désengagement du continent. Qui plus est, alors que dans le livre blanc de 2008, M. Nicolas Sarkozy avait focalisé son intérêt sur le Golfe et l'Asie du Sud, son successeur érige la zone sahélo-saharienne, le Golfe de Guinée et la côte de l'Afrique en zone proche d'intérêt prioritaire. Est-ce que tout est dit là? Tout est dit, c'est les intérêts. Comme je l'ai dit, ce que disait Giscard, c'est ce qui est repris là, de la défense de ses intérêts. Hein? Donc les intérêts stratégiques et autres. Donc lui nous disait entre autres que c'était pour des échanges d'informations, des échanges logistiques et autres. Et, écoutez, quand vous regardez par exemple la situation de la Côte d'Ivoire, où l'armée française est présente aujourd'hui après la signature de ce nouvel accord, qu'est-ce qui se passe? C'est des échanges d'informations, des informations stratégiques, et ces informations stratégiques-là, la France ne tient pas compte, même quand elle est présente dans un pays, de l'état même des droits de l'homme dans ce pays, quand il a ses intérêts à défendre là-bas. Et donc la force française qui était en Côte d'Ivoire de manière impartiale est devenue aujourd'hui, dans le cadre de la Côte d'Ivoire, une force partiale qui fait même ce qu'on va dire des opérations de ratissage, qui fait des opérations de police dans la ville, et qui ne joue plus son rôle d'interposition, mais un rôle partisan aux côtés d'une des forces, et renseigne cette force-là contre les adversaires qui sont des adversaires internes et non extérieurs. On arrive à la fin de l'émission, Raphaël Grandmont, une conclusion. Que va-t-il se passer maintenant? Est-ce qu'on assiste, je dirais, à un renforcement pour le moyen et le long terme de ces liens particuliers, sur le plan militaire entre la France et ces pays d'Afrique francophone? Mais en tout cas, c'est ce que la France souhaite, puisque, par exemple, quand il est arrivé au Niger, Le Drian a déclaré nous nous implantons ici dans la durée, ce qui montre aussi des futures consultations électorales dans le pays. Mais la France n'est bien entendu pas le seul décidé. Il y a des populations civiles africaines, il y a des gouvernements africains, et il n'est pas écrit qu'ils seront ad vitam aeternam soumis à la France. Et juste pour terminer, une petite publicité pour signaler que l'association Survie va sortir à la rentrée en septembre un ouvrage précisément sur ces questions de réorganisation, alors au plan militaire mais pas uniquement, qui va s'appeler France-Afrique, la famille recomposée, et avec une contribution que j'ai faite sur cette question de la réorganisation du dispositif militaire français pour cause de lutte contre le terrorisme en Afrique. La famille recomposée, du coup. Écoutez, on lira ça avec plaisir. Merci beaucoup, Raphaël Grandmont. Je rappelle, vous êtes l'auteur de la 23e édition des dossiers noirs de l'association Survie, avec pour titre Que fait l'armée française en Afrique, paru aux éditions Agone. Merci à vous, Doumbia Major, président du Congrès panafricain pour le renouveau. Vous êtes l'auteur de Le Manifeste pour l'Afrique aux éditions L'Harmattan. Et pour finir, il dit que la France n'a rien à faire en Afrique et elle doit quitter là-bas, laisser les Africains conduire leur destin. Eh bien, très bien. Quentin Michaud, merci d'être venu. Merci aux journalistes au magazine Opérationnel. Je rappelle le titre de votre magazine, Opérationnel avec S, opérationnel.com. Spécialiste de questions de défense et de sécurité, Quentin Michaud, merci beaucoup d'être venu. Merci à toute l'équipe du Grand Débat, chargée de production Stéphanie Hartmann,
Réalisation Jérémy Tipis Boucher. Restez à l'écoute des programmes d'Africa numéro 1. Vous avez d'excellents et sympathiques rendez-vous durant toute la soirée sur la radio africaine. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle édition des grands débats en direct. Bonne soirée à toutes et à tous. À l'écoute d'Africa numéro 1 et prenez soin de vous. Africa.